La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec un trou de mémoire. Je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde d'un match que j'ai joué. Et je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Ce témoignage rare, c'est celui de Sébastien Chabal, l'ancien rugbyman, s'est confié dans l'émission Légende et c'est finalement assez courageux d'accepter de témoigner des conséquences neurologiques du sport de haut niveau, parce que si Chabal n'a aucun souvenir, aucun amateur de rugby n'a oublié, lui, ce joueur qui symbolisait finalement la puissance, la force brute qui terrorisait ses adversaires. Comme quoi, mais on le savait déjà, tous les sports ne sont pas bons pour la santé. Et curieusement, la presse a du mal à embrayer sur cette info. L'équipe oublie même d'en parler dans son édition du jour. Ce n'est que sur son site que le quotidien sportif relate l'affaire de manière assez lapidaire, sans commentaire. Espérons que dès demain, l'équipe retrouvera la mémoire et osera aborder un sujet tabou. On passe à sport. Oui, on passe à l'actualité économique. Et le monde, lui, n'oubliera jamais la semaine qui vient de s'écouler où comment Donald Trump a provoqué presque à lui tout seul une crise planétaire. Alors on vient d'entendre Catherine Ney, l'affaire sera plus tard racontée dans les livres d'histoire. Elle se lit aujourd'hui comme un vrai roman policier. Dans le Figaro Économie, par exemple, lisez le papier de Bertie Bayard qui nous raconte cette semaine folle et comment Donald Trump a hésité, oscillé entre les avis de deux de ses plus proches conseillers, Peter Navarro, le jusqu'au-boutiste du droit de douane, et Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor, qui a finalement réussi à convaincre le président de revenir à une forme de raison. Mais en fait, ceux qui ont vraiment tordu le bras de Trump, les vrais patrons du système, c'est à la une de l'opinion que vous les découvrirez. Ils n'ont pas de nom, pas de visage. On les appelle les bond vigilants, les justiciers obligataires. Autrement dit, les créanciers du pays. Ceux qui financent la dette, explique Muriel Motte. Or, Donald Trump, qui se fout de tout, a plié sur les droits de douane après seulement 2 jours de tension sur le marché obligataire. Parce que si l'Amérique peut survivre à la chute de 20% de l'action Google, elle ne peut pas se permettre de laisser ses taux d'intérêt s'envoler. Donald Trump a calé devant le fait que les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Est-ce à dire, Olivier, que la crise est derrière nous ? Eh bien, absolument pas, mon cher Dimitri. Elle ne fait que commencer. Si vous en doutez, lisez dans les Échos le papier de Raphaël Balenieri, le correspondant du journal à Shanghai. Il est allé interroger des économistes chinois. Les États-Unis ont lancé une guerre économique nucléaire contre nous, explique l'un d'eux. Trump s'attendait à ce que la Chine ouvre des négociations. Il fait désormais face à une puissance piquée au vif. Il a surestimé les États-Unis et sous-estimé la Chine, affirme un second. La Chine ne veut pas se battre, mais elle n'a pas peur de se battre, a déclaré le porte-parole des affaires étrangères chinois. Bref, la guerre ne fait que commencer. Bon, et les Européens, est-ce qu'ils sont désormais à l'abri ? Oh que non, les Européens ne doivent pas se leurrer, écrit Philippe Gély à la une du Figaro, comme l'a dit le futur chancelier allemand. Le recul américain n'intervient pas en réaction à la détermination européenne. Celle-ci, relative et cacophonique, n'a guère impressionné le shérif de la Maison-Blanche qui a rangé à raison ces petits pays apeurés dans la troupe empressée de ceux qui lui lèchent les bottes. Et c'est pas les bottes le mot utilisé par Donald Trump. Si l'Europe se voit temporairement épargnée par la mitraille, elle le doit avant tout à l'artillerie chinoise. Et elle n'est pas sortie d'affaire. D'ailleurs, le même Figaro consacre son plus gros titre à la crainte de l'afflux de produits chinois sur l'Europe. Interdit désormais de marché américain, Pékin pourrait jeter son dévolu sur l'Europe pour écouler ses quelques 500 milliards de biens jusque-là exportés aux États-Unis. En tout cas, les Français qui ont des actions peuvent respirer un peu. Eh bien, toujours pas. Non, Dimitri. Bon, d'accord, les principales places européennes ont effectivement nettement rebondi hier, soulignent les Échos, mais le ouf de soulagement ne pourrait être que de courte durée, prévient Alexandre Kounis dans ses colonnes. Cette respiration masque l'entrée des marchés boursiers dans une nouvelle ère qui, elle, pourrait durer, celle de l'incertitude et de la volatilité. Hausse des droits de douane ou non, le mal est fait, écrit-il. Donald Trump a d'ores et déjà créé les pires conditions qui puissent exister pour l'économie. Un brouillard aussi dense que l'ambiance est délétère. Dans ces conditions, conclut-il, les entreprises se retiennent d'investir et les ménages de consommer. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Eh bien, le boom des baptêmes, c'est dans le Figaro que vous lirez ça. Selon les chiffres de la conférence des évêques de France, durant la nuit de Pâques, ce sont plus de 10 000 jeunes adultes qui vont se faire baptiser. Un chiffre qui est le double
de celui de 2023. À cela, il faut ajouter ceux des baptêmes d'adolescents entre 12 et 18 ans, signale Jean-Marie Guénois. Ils connaissent aussi une progression spectaculaire. Ils étaient moins de 3000 il y a 2 ans. On approche les 7500 cette année. C'est évidemment le corollaire de la chute du baptême des bébés, mais ce n'est pas un épiphénomène, estime Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon. L'épidémie de Covid-19 et les confinements ont suscité un retour à l'intériorité et une hausse des catéchumènes. Un dernier chiffre, les musulmans convertis représentent 4% de ces jeunes adultes qui demandent le baptême. Mais on va terminer par une autre tendance de fond de la société, de fond ou de demi-fond d'ailleurs. Alors que dimanche aura lieu le marathon de Paris, le Parisien publie un long papier sur la folie du running. Et folie, oui, car après quoi courez-vous ? 12 millions de Français pratiquent la course à pied, nous informe Samuel Gauteau, de Français et de plus en plus de Françaises qui représentent désormais 35% des pratiquants. Et ils ne courent pas pour du beurre, Ils veulent des médailles, des compètes, des classements. Il y a eu plus de 11 000 courses organisées dans notre beau pays l'année dernière. C'est donc devenu un beau business parce que c'est loin d'être gratuit de cavaler. Dimanche, par exemple, il y a 56 000 inscrits au marathon. Et vous savez combien ça coûte ? 130 € par personne. Tout ça pour avoir un dossard, un gobelet d'eau et un quartier d'orange au 20e kilomètre. Bon, alors, j'avais commencé à faire le calcul de ce que cela rapporte aux organisateurs. Je me posais aussi la question de savoir si c'est bon pour la santé. Puis j'ai préféré faire comme Chaval, tout oublier. Petite semaine, marathonien, un peu à la traîne. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse sur Europe 1.